début d'un siècle, la fin d'un monde. Déjà s'estompent les frontières entre le réel et l'impossible. Le fiacre cède le pas à l'automobile, mais la conquête du ciel paraît encore un rêve insensé. 60 ans après, l'avion, bouleversant les notions d'espace et de temps, projette l'homme dans un monde nouveau. Dès 1783, Pilâtre de Rosiers quittait le sol à bord d'un ballon construit par les frères Montgolfier. Un siècle plus tard, un autre Français, Clément Ader, fait perdre terre au premier avion. En Allemagne, Otto Lilienthal réussit des vols planés de plus de 300 mètres. Il se tuera en essayant un nouvel engin. Le 17 décembre 1903, sur une plage de Caroline du Nord, les frères Wright lancent leur appareil équipé d'un moteur de 12 chevaux. Favorisés par un vent violent, ils exécutent tour à tour 4 vols. Le plus long dure 59 secondes. En 1905, le jeune constructeur Gabriel Voisin essaie sur la Seine un aquaplaneur, remorqué par canot automobile. Ces vols connaissent des fortunes diverses. 1906, à Bagatelle, le Brésilien Santos Dumont, parisien d'adoption, fait homologuer pour la première fois en Europe avec son 14 bis un vol à moteur soutenu. Il fera mieux encore avec sa demoiselle. 100 kg, pilote compris. En 1908, à Issy-les-Moulineaux, Henri Farman, sur appareil Voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé. Il gagne le Grand Prix Dutch Archdeacon, 50 000 francs. Dans un champ de betteraves, une étrange machine fait ses premiers bonds. C'est le gyroplane Breguet-Richet, ancêtre de l'hélicoptère. « 1909, la grande année. Hubert Latham, à bord de son Antoinette conçue par le Vavasseur, se prépare à traverser la Manche, 30 kilomètres. Le monoplan s'élance au-dessus des flots. On l'en retirera bientôt et dans quel état? Panne de moteur, Latham est indemne, il recommencera. C'est le tour de Louis Blériot, jusqu'ici renommé par sa malchance. Il vient d'être brûlé aux pieds par les gaz d'échappement. En cette aube du 25 juillet, son Blériot à moteur en Zani de 25 chevaux décolle dans la brume. Après une demi-heure de vol à 100 mètres au-dessus des vagues, il aperçoit les falaises d'Angleterre. Il se pose en cassant un peu de bois. Il est le vainqueur de la Manche. Un mois plus tard, le président Fallières inaugure la grande semaine de Reims. Le premier meeting international, 1 million de spectateurs.
On y applaudit Wilbur Wright. Delagrange, Hainaut Peltry, Farman, Voisin, Caudron, Latham sur une Antoinette toute neuve. Pour la première fois, 3 avions évoluent ensemble. La visière sur la nuque, Lefebvre. Dans quelques semaines, il sera le premier pilote d'avion tué en vol. Louis Breguet, par contre, sort indemne d'un accident spectaculaire. Des femmes, telle la baronne de la Roche, apprennent à conduire cette mécanique nouvelle. À côté du pilote, à peine moins courageux que lui, apparaît le passager. Henri Farman donne les premiers baptêmes de l'air. Après la mer, la montagne. Le Péruvien Géo Chavez franchit les Alpes. Il se tue en touchant au but, Domodo Sola. Il a 23 ans. Les grands journaux organisent des courses aériennes. Louis Paulan remporte Londres-Manchester, patronné par le Daily Mail. Jules Védrine gagne Paris-Madrid, subventionné par le Petit Parisien. « 1913, la Méditerranée se rend à Roland-Garros. C'est aussi sur Morane-Saulnier que Brindejean des Moulinets entreprend sa tournée des capitales nord-européennes. Elle le mènera jusqu'à Saint-Pétersbourg. Adolphe Pégout invente la voltige. Il réalise au-dessus de Buc le premier looping. Il expérimente avec succès un extraordinaire système inventé par Blériot pour l'appontage sur les navires. Étape décisive, l'avion inspire confiance. Il attire des passagers. L'Albessar est l'ancêtre des longs courriers. L'amphibie fait son apparition. Le canard de Voisin, parti d'ici les Moulineaux, offre aux lavandières de la Seine une attraction de choix. Chaque année, à Monaco, des hydravions de tout pays s'affrontent. Les Français se classent en tête. Le croirait-on, l'aviation n'a que 10 ans.
Poulain va jusqu'à adapter des ailes à sa bicyclette. « 1914. L'aviation prend son visage de guerre. Les caudrons G3 et G4, Spad, Nieuport, Goliath Farman affrontent en tournoi les Fauves, Albatros, Gotha, Zeppelin. De la longue liste des combattants du ciel se détache un nom, Guynemer. Enfin, c'est l'armistice. Mais l'aviation n'est pas du défilé. Godefroy proteste à sa manière. Cet exploit lui vaudra de sévères sanctions. Pourtant, l'atterrissage acrobatique de Védrine sur les toits des Galeries Lafayette lui rapporte une forte prime. Les progrès nés de la guerre servent la paix. Les anciens chasseurs et bombardiers deviennent les premiers avions des lignes commerciales ou des grands raids. Dès 1919, le Goliath Farman assure Paris-Londres et Paris-Bruxelles. Les grandes villes possèdent leur aérodrome. Des compagnies privées assument le transport du courrier. Les lignes commerciales se précisent. La limousine annonce l'autocar. L'escalier mobile remplacera l'échelle de fortune. Monsieur Laurent Hénac créera le ministère de l'Air. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale. Dans les années qui vont suivre, l'avion ne cessera d'étendre ses conquêtes. Adrienne Bolland, en 1921, seule à bord de son G3, franchit la cordillère des Andes. Villemin et Dagneau entreprennent vers l'Afrique de nombreux voyages. Il précède le raid de Lemaître et Arrachard qui, en 1925, joignent d'un seul coup d'aile Étampes à Villa Cisneros. 3000 kilomètres. Les Belges relient par étapes Bruxelles à Léopoldville.
L'écrivain pilote de l'aéropostale inaugure Casa Dakar, 2850 km par-dessus le Rio de Oro, en pleine dissidence. Sur l'éclatante blancheur de ce territoire insoumis, des péripéties dramatiques. La captivité de rennes, de cerfs et mermozes. Le massacre de gourpes, d'érables et de pintado. Seules oasis de sécurité, les escales d'Agadir, Villa Cisneros, prise dans le Sahara comme dans une gangue, et Cap Juby ou Saint-Exupéry, entre un dépannage et un sauvetage, écrit la vie, la pensée, la poésie de l'homme de l'air. Toujours plus loin, le Suisse Mittelhauser survole les neiges du Kilimandjaro et se pose au Cap. Avec un courage et une patience que rien ne lasse, Maurice Noguès crée la ligne d'Extrême-Orient. « 1924, Pelletier d'Oisy, le populaire Pivolo, relie Paris à Tokyo. » 1926, à son tour, le Grand Nord est vaincu. Byrd et Floyd Bennett, à bord d'un appareil monté sur ski, survolent le pôle. Le Norge d'Amundsen le suit de près. Deux ans plus tard, sur cette même route du pôle, Amundsen, parti sur le Latam 47 au secours de Nobile et du dirigeable italien en détresse sur la banquise, trouvera une fin glorieuse avec Guilbault et ses compagnons. Jamais plus on ne saura rien d'eux. En 1927, un hydravion se pose sur le Tibre. Il se nomme, comme la caravelle de Christophe Colomb, Santa Maria. Sous les ordres du général de Pinedo, il a fait par étapes le tour des deux Atlantiques. Toujours plus loin, mais aussi toujours plus vite et toujours plus haut. Sadi Lecointe, sur avion Nieuport, dépasse en 1920 313 km à l'heure. Il porte en 1923 le record mondial d'altitude à 11 145 mètres. Un peu plus tard, une jeune femme, après plus de 26 heures de lutte, s'adjuge le record international féminin de durée. C'est Maryse Bastier. Les progrès des voilures tournantes sont moins rapides. En 1924, le record de distance de Pescara est de 738 mètres. Cependant, l'ingénieur espagnol de la Cierva défend brillamment la formule de l'autogire. Le vol à voile, à partir de 1922, fait de nombreux adeptes. En Allemagne, au centre de la Rhône, en France, à Combe-Grasse et à Vauville. Le 8 mai 1927, 18 ans après la traversée de la Manche, Nungesser et Récolly vont tenter l'Atlantique. L'oiseau blanc, bourré d'essence, décolle avec peine ses 5 tonnes, file au ras des arbres, s'engage au-dessus de l'océan à Étretat. Les journaux annoncent son arrivée, puis la démentent. Nul ne saura jamais comment a sombré l'oiseau blanc. 12 jours plus tard, près de New York, un jeune pilote tente l'aventure d'ouest en est avec l'appui des vents dominants, mais seul à bord.
Le lendemain, à la nuit déjà tombée, les Parisiens se ruent au Bourget. À 22 h, le Spirit of Saint-Louis se pose sur la piste balisée. Charles Lindbergh, ce garçon de 25 ans, vient de tenir l'air 33 heures. Les raids transatlantiques se succèdent. En 1929, 3 Français, Asselan, Lefebvre et Lottie, s'envolent d'Amérique à bord de l'Oiseau Canari. À leur arrivée en Europe, ils sont 4 à descendre de l'appareil. Un jeune Américain s'était dissimulé dans la queue. Il faudra attendre le 2 septembre 1930 pour que l'Atlantique soit franchi d'est en ouest par Coste et Bellonde sur leur breguet de grand raid, le point d'interrogation. Comme Ningesser et Colly 3 ans plus tôt, ils se dirigent vers la côte, s'engagent au-dessus de l'océan. Durant les 37 heures de leur traversée, ils gardent le contact radio. Enfin, le point d'interrogation se pose à Curtis Field. New York rend dignement à Coste et à Bellonde l'accueil que Paris avait fait à Lindbergh. 1931. Un étrange personnage échappé de l'œuvre de Jules Verne, le professeur Picard met la stratosphère à la mode. À bord d'un ballon de sa conception, il s'élève à 15 781 mètres. « 14 hydravions Savoia Marchetti, sous les ordres du général Balbo, décollent d'Italie pour le premier vol de groupe autour de l'Atlantique. À son tour, le général Vuillemin, parti d'Istres avec l'escadrille des Cocottes, 30 Potez 25, fait le tour de la France africaine. Sans relâche, l'aviation commerciale aménage les routes ouvertes par les pionniers. La poste aérienne se normalise. En France, Air Bleu, avec des caudrons Simoun, transporte des tonnes de courrier. Dès 1928, le commandant Demougeot, à bord d'un hydravion Lioré-Olivier, se fait catapulter du pont de l'Île-de-France, à 750 km des côtes américaines. 20 heures de gain pour le courrier Paris-New York. C'est l'âge d'or de l'aéropostale. Elle conquiert la cordillère des Andes, en reliant Natal, Rio, Buenos Aires à Santiago du Chili. Mermoz, Guillaumet, Rennes, Vanier,
Saint-Exupéry font œuvre de bâtisseurs. L'impossible devient courant. Mermoz et Colneau, en panne dans la cordillère, décollent en lançant leur appareil dans un précipice. Guillaumet, contraint d'atterrir en haute montagne, regagne à pied la vie civilisée après des jours de souffrance. Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait, dira-t-il. Et la ligne continue. Reste un trou à combler, l'Atlantique Sud. Le 12 mai 1930, sur l'AT-28 équipé de flotteurs, Mermoz, Dabry et Gimier joignent Saint-Louis à Natal. Au retour, l'hydravion coule. L'équipage s'en tire de justesse. Jean Mermoz, 3 ans plus tard, avec le trimoteur Arc-en-Ciel de René Cousinet, consacre définitivement la liaison France-Amérique du Sud et retour. Ces exploits enthousiasment les foules sud-américaines et valent à la France le monopole tant convoité de la poste aérienne. Quelques mois après, le commandant Bonneau effectue la même traversée sur l'hydravion quadrimoteur Croix du Sud. C'est de ce type d'appareil que sera équipée la ligne. Le but de Latécoère et de Dora est atteint. En 1933, les grandes compagnies aériennes constituent Air France. C'est la montée des records, c'est le temps des performances. En 1931, Doré, Lebrix et Mesmin, à bord d'un Dewatin, tentent le record mondial de distance sans escale. Le trait d'union s'écrase dans l'Oural. Mesmin et Lebrix sont tués. C'est pourtant un Joseph Lebrix qui bat le record. Codos et Rossi ont baptisé de ce nom leur Blériot 110. En 1933 à Étampes, Détré gagne la Coupe Dodge de la Meurthe à 322 km à l'heure. Caudron sort le Rafale dessiné par Marcel Riffard. Pour maîtriser ce bolide, Delmotte propose son élève Hélène Boucher. Le 12 août 1934 à Istres, cette jeune fille remporte à plus de 445 km à l'heure le record de vitesse toute catégorie. Trois mois après, elle se tuera à l'entraînement. L'Italien Agello sur hydravion Macchi Fiat de 2800 chevaux porte à 709 km/h le record du monde de vitesse sur base. De plus en plus, les prouesses de l'aviation séduisent les femmes. En 1935, la néo-zélandaise Joan Batten
traverse seul à bord l'Atlantique Sud. Bientôt, Maryse Bastié renouvelle cet exploit. Maryse Hills ajoute à ses autres performances un record d'altitude. L'américaine Amelia Earhart survole le Pacifique de part en part. Elle disparaîtra au cours d'une autre traversée. Amy Johnson, femme du pilote anglais Jim Mollison, vole de Londres au Cap en 4 jours. Pour les ailes françaises, l'année 1936 s'achève sur une perte irréparable. Le 7 décembre, Mermoz, aux commandes de la Croix du Sud, disparaît dans l'Atlantique avec son équipage, Pichaudou, Aizan, Lavidali, Cruvelier. Guillaumet dira d'eux, ils ont de la chance, au moins ils sont morts avec Mermoz. En ces dernières années de paix, les flottes transatlantiques font l'objet de tous les soins. En France, le laté lieutenant de vaisseau Paris. En Allemagne, le dirigeable Hindenburg. Après de nombreuses traversées, le géant explose à New York à son amarrage. Le monde est encore trop grand. Il faut en 1937 7 jours 3 quarts à Willy Post pour en faire le tour. Quelques mois après, moins de 4 jours suffisent à Howard Hughes. Les foules se passionnent pour les champions de la voltige aérienne. Détroyat, l'allemand Fiesler, Doré et son fidèle de Watine. Loin du grondement des moteurs, Doré survole en planeur les pentes pyrénéennes. Nous sommes loin des planeurs de Vauville. La question de l'automobile volante se pose un peu partout. Lamotte la résout à sa façon. Minier conçoit son curieux pouls du ciel. Il ne coûte que 10 500 francs et connaît la vogue pendant 2 ans. Deuxième Guerre mondiale. C'est le grand cirque. C'est surtout l'enfer. Les Allemands essayent sur l'Angleterre les V1 qui annoncent l'aviation à réaction. Avec la paix, les lignes commerciales sillonnent à nouveau le ciel. Reconstruits, agrandis,
Équipés par les merveilles de la technique, les aérodromes connaissent une activité chaque jour accrue. Les transports aériens sont devenus une formidable industrie. Par tous les temps, chaque soir, même si le reste du trafic est suspendu, les appareils de la postale de nuit décollent du Bourget. Demain matin, le courrier sera distribué dans toutes les grandes villes de France. Sans cesse, les constructeurs s'attaquent à des problèmes nouveaux. Ainsi, 2 avions cargo vaste soute sont mis au point. Le Nord Atlas, le Breguet de Pau. Les décollages et atterrissages sur espace restreint reçoivent plusieurs solutions, le broussard et le super broussard. Les Breguet 940 et 941. Le Potez 840. Le Hurel du Bois illustre la formule de l'aile à grand allongement. Deux prototypes français aux possibilités encore inépuisées. La tuyère de Leduc. L'attarde volant qui permet le décollage à la verticale. Les hélicoptères ne se soucient pas de la piste. De l'héliport de Paris installé sur le petit terrain d'Issy-les-Moulineaux, s'envolent pour Bruxelles les Sikorsky de la Sabena. Le Djinn, premier hélicoptère à réaction, précède. Et le Frelon, transport muni de 3 turbines. Et l'Alouette, le plus populaire des hélicoptères français, détenteur du record mondial d'altitude et artisan d'innombrables sauvetages. L'aviation privée fait de nombreux adeptes, parfois propriétaires de leurs machines, le plus souvent membres d'aéroclubs. Ils ont le choix entre l'Émeraude, les Jodel, le Super 4, le Morane Rallye. Et pour le vol à voile de grande performance, entre les Breguet et les Vasmer. L'aviation à réaction a aussi ses avions écoles et de liaison. Le biplace Magister. Le quadriplace Morane-Saulnier-Paris. Parmi les avions de combat, après la longue carrière des mystères, après le Trident,
apparaissent l'étendard destiné au porte-avions. Le Mirage 3, dont la vitesse dépasse Mach 2. L'aviation commerciale, à son tour, adopte le réacteur. Dans le cadre prestigieux du Grand Orly, évoluent Boeing 707 et Douglas DC-8. Pour les accueillir, des aérodromes nouveaux, comme celui de Papeete à Tahiti, surgissent sous toutes les latitudes. Et sous tous les cieux, battant les pavillons les plus divers, glisse, orgueil de la construction française, la Caravelle. Depuis 60 ans, aujourd'hui comme hier, l'avion garde le cap sur l'avenir.